Bonjour Bruno David. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Un rendez-vous crucial en effet, des chiffres alarmants. Nous a expliqué Laure d'Autriche tout à l'heure dans le journal de 7h30, 500 000 à 1 million d'espèces menacées à travers la planète. C'est donc à peu près 10% des espèces, si on considère qu'il y a 10 millions d'espèces, dont certaines qu'on n'a même pas eu le temps de répertorier, c'est ça ? Oui, bien sûr, on décrit des espèces tous les ans. Tous les ans, on découvre de nouvelles espèces, nouvelles pour la science, parce qu'elles existaient bien sûr avant qu'on les reconnaisse. Mais au rythme où on les décrit, il y en a à peu près pour 1000 ans pour décrire l'ensemble de la biodiversité. Et comme on fait des agressions assez virulentes sur cette biodiversité, il y a des espèces qui disparaissent avant même qu'on les connaisse. La question est simple, vous, ce sommet, ce IPBES, puisque c'est son nom, ce GIEC de la biodiversité, vous en attendez quoi ? J'en attends une évaluation. Vous y allez déjà ? J'y vais. Oui. Et j'en attends une évaluation mondiale de l'état de la biodiversité. Ça fait 14 ans qu'on n'a pas eu d'évaluation mondiale pour la biodiversité. Pourquoi ? Ça, je ne sais pas, mais je le regrette. Et en tout cas, je me réjouis qu'on puisse le faire déjà maintenant et qu'il y ait ensuite, je pense, des suivis plus réguliers de cet état de la biodiversité, comme on le fait pour le climat avec le GIEC d'ailleurs. Oui, donc, mais on fait. Alors ça c'est discutable, on l'a déjà vu. C'est-à-dire qu'on peut faire un diagnostic et puis après. Il faut des actions, et là, pour le coup, il y a un peu moins de personnes, on va dire. Les actes sont différents, évidemment, du diagnostic, mais les scientifiques doivent déjà poser le diagnostic, le faire connaître, le faire savoir, grâce à vous notamment. Et ensuite, bien sûr, on passe le relais au monde politique et aux actes qu'on peut en attendre. Nicolas Hulot en appelle directement à Emmanuel Macron. C'était hier soir, à la toute fin du journal de 20h de France 2. Et vous allez l'entendre, il n'est pas totalement convaincu. Là, je m'adresse même au président. Et Dieu sait qu'on a gardé des relations, mais pas un mot sur la biodiversité. Je veux dire, c'est un préjudice, mais inestimable, y compris pour notre propre avenir. Ça part dans tous les sens. Je veux dire, ça fond comme le sable dans la main. On les accueille à Paris. Il y a un rapport de 1500 pages, 500 experts de 50 nationalités différentes. Ce qu'on va sortir, c'est épouvantable. Sur les 50 millions d'espèces qui sont référencées, il y en a 10 millions qui vont disparaître dans le siècle. Enfin, il y a un moment ou un autre, je me dis qu'on n'a pas fini l'accomplissement de notre humanité. On n'a pas fini l'accomplissement de notre humanité. Vous aussi, vous en appelez à Emmanuel Macron pour bouger les choses ? Je ne me permettrai pas d'en appeler au président de la République directement. J'en appelle à la conscience individuelle de chacun et bien sûr aussi à une forme de conscience collective à travers les médias et les politiques. Mais il faut agir, il y a urgence pour agir. Ce qui peut rendre optimiste, c'est que la biodiversité est très résiliente. Elle est capable de cicatriser très très vite. Et si on agit à un endroit donné, on en voit rapidement les effets. Donc on a besoin de combien de temps ? Si on fait quelque chose, par exemple, dans les grandes plaines agricoles qui massacrent la biodiversité, littéralement. On a vu, il y a 40% d'oiseaux en moins en 30 ans dans les plaines agricoles. En quelques années, ça peut revenir. Ouais. Donc, si on change le modèle. 2, 3, 4 ans. Et pour ça, il faut quoi ? Il faut de l'argent, à part de la volonté, il faut quoi ? Il faut de la volonté, il faut de l'argent, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'argent, par exemple, de la politique agricole commune aille pour une agriculture responsable plutôt que pour une agriculture trop ouverte et trop industrialisée. Ce sont des choses comme ça, ce sont des grandes décisions. La France ne peut sans doute pas les prendre seule, d'ailleurs, mais il faut qu'on avance. Et contrairement au climat où on peut attendre les résultats de manière assez longue, à long terme, la biodiversité est capable de réagir très vite. Et comment est-ce qu'elle fait pour réagir très vite ? Parce qu'elle est comme ça. Parce qu'elle est comme ça. En tête de la liste des espèces menacées, on parle toujours des grands mammifères. C'est vraiment eux qui sont en tête de gondole, les éléphants, les grands singes ? Alors il y a des espèces emblématiques, alors qu'on trouve plus ou moins mignonnes. On aime bien les ours blancs, etc. par exemple. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est la disparition de la micro-biodiversité. C'est la biodiversité des sols. C'est la biodiversité du plancton océanique qui nous fournit la moitié de notre oxygène. Une respiration sur 2, nous la devons au plancton. Donc ça veut dire que si on fait rien, on se tire nous-mêmes une balle dans le pied. On est en train de se tirer même une balle dans le deuxième pied en ce moment. Ouais. Donc c'est vraiment très très grave. C'est très alarmant et en même temps on a la capacité d'agir, on a la capacité de réagir et la biodiversité réagira aussi si on va dans le bon sens. Sur le plancton, parce que c'est assez obscur, il faut que vous nous éclairiez un petit peu. Comment est-ce qu'on fait pour agir ? Le plancton, son souci principal en ce moment, c'est l'acidification de l'océan. Donc on rejoint le problème climatique, c'est la quantité de CO2 qu'on injecte dans l'atmosphère qui se retrouve dissous dans l'océan, qui fait que l'océan devient plus acide et que le plancton vit moins bien parce qu'il fabrique des petits squelettes calcaires, il a plus de mal à les fabriquer. Donc il n'y a pas un problème terre et mer, c'est-à-dire c'est un problème global. C'est un problème global. La biodiversité, c'est un tissu de relations. On est en train de détricoter ce tissu de relations, on est en train de couper des fils à travers notre pull et on est en train de détricoter le pull dont on a absolument besoin pour survivre. On le disait tout à l'heure dans le journal, si on se donne les moyens, on peut sauver des espèces comme on l'a fait pour, par exemple, Laure d'Autriche citait le lynx et le bison.
ce sont 2 espèces pour lesquelles on a fait des efforts. Mais concrètement, encore une fois, pour mieux expliquer à l'auditeur qui nous écoute, comment est-ce qu'on fait ? Ce qui peut être intéressant, c'est de sauvegarder ce qu'on appelle des espèces parapluies. Vous parlez du lynx et du bison. Oui. À partir du moment où on préserve le lynx, on préserve tout l'habitat du lynx. À partir du moment où on préserve le tigre, on préserve tout l'habitat du tigre. Et donc toutes les espèces qui l'entourent, tout l'écosystème dans lequel il vit. Mais vous pardonnez-moi, mais cette réponse ne me satisfait pas dans le sens où vous ne m'avez pas dit comment est-ce qu'on faisait pour préserver le lynx ou le tigre. Alors il y a différentes solutions. On peut faire des zones protégées. Bien sûr, c'est totalement nécessaire, mais à mon avis, ça n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est élargir, et c'est aussi avoir un comportement plus responsable dans des zones qui sont dites non protégées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'affranchir, sous prétexte qu'on fait une zone protégée, de tout type d'action ou de dégradation qu'on pourrait faire ailleurs. Ça veut dire qu'il faut qu'on change de comportement. Ça veut dire qu'il faut que l'on soit plus respectueux de l'occupation des espaces, de l'usage des espaces qu'on fait, de l'exploitation des ressources, notamment dans l'océan. C'est toute une série de choses. En fait, il faut agir sur les facteurs qui sont les facteurs de pression sur la biodiversité qu'on connaît. C'est la pollution, c'est l'exploitation des ressources, ce sont les usages des sols et des territoires, ce sont des choses comme ça. Et en actionnant des leviers sur ces facteurs, on préservera la biodiversité. Donc on dit que c'est la COP 21 ou 22 ou 25 ou 28 de la biodiversité, mais en réalité c'est un problème général. C'est-à-dire que vous pourriez même vous rallier à la COP avec ce séminaire-là pour alerter les politiques publiques du monde entier d'ailleurs. Le problème, il est totalement général, il est global bien sûr. On va avoir la COP 15. Parce qu'on a l'impression qu'il y a la COP et que ça, vraiment, il y a tous les pays et on en fait régulièrement. Et là, on découvre, pardonnez-moi un petit peu, la biodiversité et vous êtes un peu à part. C'est dommage. Oui, parce que l'interaction climat-biodiversité, elle est très étroite. Le changement climatique impacte la biodiversité impacte le climat, bien sûr aussi. Une régulation du climat se fait aussi à travers la biodiversité, c'est très important, donc les deux sont liés. Là, on a l'équivalent du GIEC, pour la première fois en France, pour la biodiversité. C'est en train d'être connu parce que cet IPBES n'a que 7 ans, le GIEC a 31 ans, donc vous voyez, il y a quand même un décalage de 24 ans, il y a le temps de mais il y a que les choses urgence, se connaissent. donc après on ne peut pas dire on n'a que 7 ans d'existence. Et l'an prochain en Chine, on a la COP 15 de la biodiversité qui devrait être l'équivalent de la COP 21 du climat qui a eu lieu à Paris en 2015. Donc on avance. Et on a même le congrès de l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature, l'année prochaine en France à Marseille. Mais vous savez ce qu'on dit des congrès, c'est-à-dire on se réunit, puis après on attend des actes. Oui, mais vous en parlez. Et vous pensez que ça suffit ? Non, ça suffira pas. Mais ça sensibilise les citoyens et ça passe aussi par les citoyens, ça passe par chacun d'entre nous. Prise de conscience globale. Et d'ailleurs, pour ce faire, vous organisez, vous, au Muséum, une exposition sur les océans. Parce que la biodiversité dans les océans, on la connaît mal. On a une exposition sur l'océan parce qu'on connaît mal la biodiversité de l'océan et puis parce qu'on voulait montrer une facette de l'océan totalement inconnue. On connaît les dauphins, les requins, quelques poissons. Et là, on montre vraiment ce qu'est le plancton, à quoi sert le plancton, la beauté de ce plancton. On sensibilise par la beauté. Et cette exposition, je l'appelle un vaccin contre l'indifférence, de manière à ce que les gens deviennent sensibles à la question de l'océan en sortant de l'exposition. Et ce matin, je suis sûr que vous avez appris à certaines personnes que le plancton, c'était pas seulement la nourriture des poissons, mais ça nous aidait, nous, à respirer. Merci beaucoup, Bruno David, d'avoir été notre invité ce matin en direct sur Europe 1.